Donc, merci d'être là et de parler à des acteurs de terrain. Je vous trouve très sage, et donc je vais tout faire pour que vous ne soyez pas sage et que vous me posiez des questions. J'appuie sur le tableau. Voilà. Donc, moi, je suis tabacologue. Maintenant, je travaille dans un centre de santé parce qu'à 70 ans, on se fait mettre à la porte des hôpitaux parce qu'ils sont pour la retraite précoce. Ils refusent que les vieux de mon âge continuent à travailler. Donc, ça fait que 5 ans que je travaille en dehors et je donne toujours des cours, mais c'est illégal parce que c'est illégal de donner des cours aussi à la fac après 70 ans. Mais personne ne m'a arrêté pendant mes cours. Voilà, moi, je fais de la tabacologie depuis que j'ai 25 ans. J'en ai 75, donc ça fait 50 ans. Mon premier papier, c'est il y a 48 ans sur le tabac. Donc, c'est des choses qui m'intéressent. À l'époque, il n'y avait pas de micro-ordinateur, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de substitution nicotinique. Et on faisait déjà de l'acupuncture. Par contre, ça existait déjà, des réunions de groupe. Et puis, on ne savait pas très bien où on allait. Donc, au cours de ma carrière, j'ai enseigné le tabac de façon différente. Et là, je change aussi. Je veux dire le contraire de ce que je disais dans mes cours il y a 5 ans. Voilà. Donc, et en particulier, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait que pour les fumeurs, on décide que le fumeur doit être motivé pour se faire traiter. Je traite les cancéreux pas motivés. Ils peuvent refuser le traitement s'ils veulent, mais c'est dans un deuxième temps. C'est pas dans un premier temps. Et tout le schéma de Prochaska, par exemple, de la préparation au changement, qui a été un schéma fait pour l'alcool, des trucs où on n'a pas de comportement, ce ne s'applique pour moi pas du tout au tabagisme. Et je dirais plus, je pense qu'il est néfaste pour le tabagisme, parce qu'on fait croire que les gens fument parce qu'ils n'ont pas de volonté, parce que c'est psychologique, alors que je vais vous expliquer que c'est assez simple de traiter le tabac. Et donc les recommandations officielles qu'on a sont, de mon point de vue, nuisibles à la santé publique, ce qui est dommage. Je vais prendre l'exemple d'un boulanger. Voilà, vous passez devant une boulangerie, il y a des croissants, il y a des viennoiseries diverses. La boulangère ou le boulanger, selon votre sexe ou votre préférence sexuelle, fait un sourire. Et donc ça, c'est une forte stimulation sensorielle, visuelle, olfactive pour prendre le produit. Donc vous avez une stimulation psychologique importante. Mais sur ces stimulations psychologiques, soit vous avez très faim, vous passez devant chez le boulanger, vous allez vous précipiter et vous allez manger en pensant que c'est la stimulation psychologique qui vous a fait consommer les croissants. Si vous passez devant la boulangerie après un bon repas et que vous n'avez plus faim du tout, vous allez passer devant, voire avoir un petit peu de nausée en passant devant et continuer votre chemin. Et vous n'allez pas dire que vous avez des stimulations psychologiques. C'est-à-dire tous les fumeurs, tous les fumeurs moi, que je vois me disent « moi, c'est ma gestuelle, c'est ma vie, c'est mon comportement, c'est comme ça que je suis, etc. » Je leur dis « vous dites tout ce que vous voulez, on en reparlera à la prochaine consultation quand vous fumerez plus. » Et quand ils fument plus, ils n'ont plus tout ça. Ils sont surpris. C'est-à-dire que les fumeurs ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas leur corps, ils ne connaissent pas leur fonctionnement. Et mon première étape de la prise en charge que je fais, c'est d'abord de faire bien comprendre ce qui se passe et donc de prendre la dépendance physique avant. Là, je vous ai représenté en bleu la dépendance physique. Alors là, j'ai mis au maximum parce que moi, je suis pas psychiatre, je suis pneumologue au départ, je suis les pieds sur terre. Enfin, j'ai travaillé quand même un peu à Marmottan où j'ai vu un peu de comportement, parce que là-bas, c'est 100% comportement. Et la dépendance psychocomportementale, pour moi, elle est enfermée, enchâssée, biaisée par la dépendance physique. Il faut d'abord supprimer la dépendance physique, et une fois que vous n'avez plus la dépendance physique, oui, quand je bouge ma flèche, je ne fais rien, oui. Quand vous avez changé la dépendance physique, vous vous retrouvez avec le rond du milieu. Là, vous pouvez voir la partie comportementale qui apparaît, qui se dévoile éventuellement. Et donc, il faut, de mon point de vue, pas perdre son temps de faire de psychologie la première consultation d'un fumeur. Il faut lui expliquer ce qui se passe et le prendre en charge dans un premier temps. Donc, on va revenir à la dépendance physique. La dépendance physique, c'est lié à ce récepteur. À droite, c'est une photo de reconstruction réelle, à gauche c'est schématisé. C'est des espèces de gros ressorts qui traversent la membrane basale des neurones, avec un côté à l'intérieur et un côté à l'extérieur. Ça peut faire rentrer les lésions quand c'est ouvert. Et quand vous mettez de la nicotine dessus, ça ouvre, et quand il n'y a pas de nicotine, ça ferme les canaux. C'est juste donc une porte ouverte, fermée, on-off, en fonction du fait qu'il y a la nicotine sur les récepteurs sur la membrane basale. Et c'est ça qui fait tout. Alors, des récepteurs, il y en a plein de types. Et il y a l'alpha-4 bêta-2, qui était pris en compte par un des médicaments qu'on n'a pas pour l'instant, qui est la varadicline, mais qui est spécifique.
Donc un neurone, il a très peu de récepteurs nicotiniques. Les récepteurs nicotiniques, en fait, c'est les récepteurs à l'acétylcholine qui prennent aussi la nicotine. Et les neurones des non-fumeurs, il y en a très peu. Et si vous prenez un non-fumeur qui n'a jamais fumé, il fume sa cigarette, 1 bouffée, 2 bouffées, 3 bouffées, 4 bouffées, ça va. Après, un petit peu de nausée, 5 bouffées, et puis si on continue à faire le fier, on vomit. La même chose, si vous collez un patch de 7 mg ou 14 mg chez les plus forts, il va avoir des nausées au bout d'1 heure et demie, c'est normal. Donc un être humain qui a des récepteurs nicotiniques en petit nombre ou qui a des récepteurs nicotiniques totalement saturés est incapable de fumer une cigarette en entier. Et c'est quelque chose qui est un signe clinique fondamental. Tout fumeur qui veut savoir si c'est nicotinique ou comportemental, je dis fumez votre cigarette. Si vous la fumez jusqu'au bout, c'est que vous êtes en manque de nicotine. Et prenez plus de nicotine, on verra après. Donc la répétition de ces prises va multiplier le nombre de récepteurs. Et ça, c'est vrai, il faut le dire, que ce soit avec des pics de nicotine ou la nicotine douce. Et c'est un des problèmes qui est soulevé avec la cigarette électronique ou la chicha, les choses comme ça, qui apportent la nicotine plus progressivement que la cigarette. Mais le pire, c'est quand c'est comme la cigarette. Vous voyez en bas les courbes qui sont les shoots de nicotine. Quand vous réveillez le matin, vous prenez un shoot de nicotine, vous montez dans la zone grise, qui est la zone où vous êtes bien. C'est la zone où vous n'en avez ni trop ni pas assez. Je vous rappelle que chez un non-fumeur, la zone grise, elle est sur la ligne du bas, c'est 0. Un corps humain normal, il a besoin de 0 de nicotine. Un corps humain normal, il a besoin d'avoir 1 gramme de sucre le matin. Si vous vous réveillez à 0,2 de sucre, vous êtes en hypoglycémie. Si vous avez besoin de 40 de nicotine dans le sang, si vous réveillez à 10, ben vous êtes en hyponicotinémie, c'est physique. Et ce besoin physique doit être traité par l'apport physique de nicotine. Le problème, là, c'est avec la nicotine, c'est les pics, c'est-à-dire dès qu'on dépasse le taux nécessaire, on a dans les neurones, ce qui est marqué en haut, vous voyez qu'il y a des petits points verts de nicotine qui sont pas en phase de récepteurs nicotiniques. Et ces petits points verts de nicotine libre va faire un phénomène qu'on appelle l'uprégulation. C'est en retour, ça va multiplier le nombre de récepteurs et les désensibiliser, mais je vais dire seulement multiplier, c'est plus simple à comprendre. Et après, on va avoir plus de récepteurs. Le rêve pour le cerveau, c'est un récepteur nicotique, une molécule de nicotine, pour être bien, et il adapte son nombre de récepteurs aux besoins qu'il a. En délivrant la nicotine en caresse au lieu de mettre des claques, c'est toujours le même geste, c'est toujours la même nicotine, c'est toujours la main qu'on envoie sur la joue, mais dans un cas c'est une baffe, et dans l'autre cas c'est une caresse, c'est pas du tout pareil, la cinétique fait tout. Ben là on va rester dans la zone de confort sans faire de pic de nicotine, donc on va saturer tous les récepteurs, mais il n'y a pas de nicotine en excès, donc pas d'augmentation du nombre de récepteurs à chaque prise de cigarette. Et sans nicotine et avec une parfaite saturation des récepteurs, le nombre de récepteurs va baisser. Moi, je dis 1% par jour, je dis que j'ai pas la preuve. Enfin, la majorité de mes patients, ils sont comme ça, mais j'ai pas d'études scientifiques pour le dire. Mais c'est aussi ce qui est repris dans les notices des patchs. Quand vous avez une notice de patch, c'est marqué, mettez un patch 21 pendant 1 mois, 4 semaines, à 14 pendant 4 semaines et à 7 pendant 4 semaines. C'est les doses qui sont pas celles que je donne, mais le principe est le même, cette diminution. Et il y a 15% des gens qui, avant, mangeaient des croquettes, des gommes à la nicotine pendant des années, qui maintenant prennent de la vape, mais qui restent dépendants. Et c'est parce qu'ils ont des chromosomes qui permettent de faire diminuer les récepteurs, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Donc ils ont hérité de papa, de maman, une génétique qui fait qu'ils ont du mal à se défaire de ça, mais on n'y peut rien. Donc, voilà. Donc c'est en 3 mois qu'il faut calculer. Donc les gens qui s'arrêtent maintenant de fumer, le 18 juin, ils n'auront plus besoin de nicotine, mais entre maintenant et le 18 juin, ils ont besoin de leur nicotine. Donc les deux objectifs de la substitution nicotinique sont très clairs et très séparés. C'est d'une part de saturer les récepteurs pour ne pas avoir de manque, et d'autre part pour diminuer le nombre de récepteurs. Et ça, c'est tout à fait différent. Et c'est aussi intéressant de voir dans l'autre sens pour les produits du tabac. L'industrie du tabac, qui a du mal à vendre ses cigarettes, a développé maintenant le tabac chauffé. Le tabac chauffé, c'est un tout petit peu moins toxique que les vraies cigarettes, parce que la fumée est moindre. Mais ça a été construit pour avoir un temps de délivrance très court. Et même si on prend le produit de British American Tobacco, c'est 3 minutes et demie. Au bout de 3 minutes et demie, ça s'éteint. Donc on est obligé de prendre le pic de nicotine très très brutal. Donc c'est des produits qui sont par ingénierie construits pour donner des pics, pour créer la dépendance, même s'ils sont un peu moins toxiques, ils créent plus la dépendance, alors qu'à l'inverse, un produit qui est ultra toxique, plein de fumée, qui est la chicha. Une chicha, en gros, ça délivre 2 cigarettes, mais ça met 45 minutes. Et donc il n'y a pas de pic, et donc c'est moins addictif la chicha. On est addictif comme au cigare, un petit peu au comportement, mais on n'est pas addict à cause de la dose de nicotine, ou peu, beaucoup moins.
Donc en France, qu'est-ce qui se passe? Si on prend les données de Moisson Tabac, la première fois où ça a été publié, depuis, ça n'a pas été publié, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, plus de la moitié des fumeurs essayent d'arrêter tout seuls, sans aucune aide. Et parmi ceux qui demandent une aide, le médecin, c'est 10%, les médicaments d'arrêt, c'est 20%, hein, et la vape est en numéro 1. Mais donc ça veut dire que pour une maladie qui est associée à une mortalité de 50%, hein, c'est quand même comme un cancer. Un cancer, on a une chance sur deux de mourir. La dépendance tabagique, c'est une chance sur deux de mourir. Ça vaut le coup que les soignants et les médecins s'en occupent. Et bien finalement, on ne s'en occupe pas et on dit aux malades de se débrouiller. Donc il y a deux chemins pour l'arrêt du tabac. Donc soit les recommandations officielles à gauche, que je ne fais plus, mais que j'enseignais jusqu'à 5-10 ans, qui est il faut se motiver, il faut, etc., faire des efforts, le sevrage, etc. Quand ils n'arrivent pas, ils se cassent la figure, et c'est le cas en particulier des BPCO. Moi, comme pneumologue, je vois beaucoup de BPCO qui quand ils n'y arrivent pas, ils s'effondrent, et ils trouvent qu'ils sont vraiment nuls, parce qu'ils ont une maladie grave, ils savent la maladie à ça, ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont nuls. Non, c'est que leur médecin est nul, et parce qu'il a été mal formé, et on lui a donné les mauvais conseils. Alors que moi, je dis aux patients, vous cassez pas la tête, on va prendre le téléphérique jusqu'à 2 mètres du sommet. Pendant le téléphérique, je vous donne l'étiquette, je vous donne le truc, je vous donne les consignes pour prendre le truc, mais vous n'avez aucun effort à faire, et vous cherchez juste le plaisir. Et ce qu'on va faire, c'est supprimer l'envie de fumer avant d'essayer d'arrêter de fumer. Et donc, la dépendance tabagique, donc moi, je traite d'abord la dépendance au tabac en remplaçant totalement la nicotine fumée par la nicotine non fumée, soit en 1 semaine, soit en 2 semaines, soit dans quelques cas, ça peut durer 3 semaines, mais ça marche vraiment très bien. Et à 1 semaine, j'ai regardé là, une centaine de malades là, que j'avais, tous les malades ont réduit d'au moins 50% après 1 semaine, sauf le malade qui n'a pas acheté les traitements. Enfin, qui n'a pas acheté gratuitement les traitements. Donc, alors, le menu, la nicotine non fumée, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner de la nicotine. La nicotine, elle vient tout d'une feuille de tabac. À la nicotine synthétique, à la fois léphogir, extrogir, il y en a eu un peu dans les puffs, parce qu'avec la législation américaine, quand c'était une nicotine de synthèse, c'était pas dans la législation, si c'était une nicotine naturelle, c'est dans la législation, c'est comme ça les Américains, mais ils ont changé depuis mars dernier. Et donc, c'est le même tabac qui est vendu pour faire du tabac chicha, des pipes, etc., qui est mis dans un flacon de nicotine pharmaceutique pure à 99,6 répondant aux normes américaines ou européennes, et qui est vendu après pour faire des produits de vape, pour rajouter dans le tabac chauffé, dans les cigarettes électroniques, dans les patchs, dans les gommes et tout ça. Donc, on délivre strictement le même produit, c'est juste la cinétique de délivrance qui est différente. Il y a des sucres rapides, des sucres lents pour les diabétiques. Là, c'est de la nicotine, délivrance rapide, délivrance lente. Donc, les formes orales de substituts, il y en a plein qui sont là. Il y a la varénicline qui n'est pas un substitut nicotinique, mais quasiment un substitut nicotinique, parce que la mesure, il se mettait sur le récepteur alpha-4 bêta-2 de la nicotine. Malheureusement, pour l'instant, il est plus disponible depuis 2 ans, parce que la raison officielle, c'est que ça libère des nitrosamines, qui sont une substance cancérogène, à un taux où si un utilisateur de varénicline en prenait pendant 72 ans, 2 fois par jour, tous les jours, alors il augmenterait de plus de 1 sur 1 million le risque de faire un cancer. Donc c'est un argument qui, pour moi, ne tient pas pour une maladie qui est mortelle à 50%, mais c'est comme ça, et c'est pourtant un médicament qui était en particulier facile à prescrire. Donc, organiser en pratique le festin de nicotine afin que le corps de nicotine ne soit jamais en manque de nicotine. Plus il y a de plaisir, plus la nicotine non fumée est bien prise, plus il y a de succès du sevrage. Et pourtant, il y a certains qui demandent l'interdiction des arômes, par exemple, pour les menus de sortie, pour que les menus la sortie du tabac soient fades. Ça, c'est vraiment des bêtises, mais on a le droit de faire des bêtises. Donc, le menu, c'est soit entrée, plat, fromage, dessert, soit plat, dessert, soit etc. Moi, je vous pousse beaucoup pour qu'il y ait au moins deux sortes d'entrées, et en gros, une forme orale et des patchs, ou la vape et une forme orale, ou les 3. Donc, s'il y a trop de nicotine qui sursature les récepteurs, on a nausée, vomissement, céphalée, mais le fumeur, il sait très bien ce que c'est. Les fumeurs, ils fument 15 bouffées de chaque cigarette, 20 fois par jour, donc 300 fois par jour depuis 20 ans, 30 ans. Donc c'est des millions de fois. Ils ont titré leur dose de nicotine, ils savent parfaitement comment faire. Ils savent sans le savoir qu'en sortant du cinéma, on met les 2 mains sur le filtre, on fait...
on prend 5 fois plus de nicotine de sa cigarette, et ça se passe de façon complètement... C'est le cerveau qui donne le signal, mais c'est automatique. C'est comme quand vous mettez jambe droite, jambe gauche pour marcher, pour aller là-bas, vous ne dites pas jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Vous dites au cerveau, je vais là-bas, et la partie du cerveau qui marche automatique, c'est la même chose. Et le corps du fumeur, il sait mieux que... Alors, sauf s'il est en état d'alcoolisation très prononcé. Mais en dehors d'un état d'alcoolisation très prononcé, il sait beaucoup mieux que le docteur et beaucoup mieux que sa connaissance lui-même, ce qu'il a besoin. Donc, il faut que les gens apprennent à écouter leur corps. S'ils ont faim de nicotine, ils en prennent. S'ils en ont trop, ils ne le prennent pas. C'est comme pour manger, sauf il y a quelques troubles psychiatriques, en particulier liés à l'alcool. Donc, si on est bien, on est bien. Et puis, si on n'est pas bien, on a un besoin. Et donc, quand les récepteurs sont saturés, on est dans l'état normal de quelqu'un qui ne fume pas. Beaucoup de fumeurs disent « Oulala, quand j'ai pas ma cigarette, je suis pas bien », mais ils n'ont pas la cigarette parce qu'ils sont mal, parce qu'ils sont en manque de nicotine par rapport au nombre de récepteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leurs récepteurs saturés. Mais s'ils ont leurs récepteurs saturés, un fumeur est dans le même état physique, intellectuel qu'un autre. Donc, ce que je vous disais, voilà que le besoin de nicotine, on doit admettre qu'initialement, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent parfaitement la dose de nicotine. On vous dit, si vous fumez tant de cigarettes, c'est un pas de chaton. Vous allez dans une boutique de vape, ils regardent votre paquet de cigarettes et vous disent, il faut mettre du 6 mg et tout ça. C'est de la foutaise, ça, c'est du n'importe quoi. Personne ne peut le savoir avant d'avoir essayé. Et certains ont besoin d'un menu léger, d'autres d'un repas panthécruélique. Et il y a des gens obèses qui mangent très peu et des gens maigres qui mangent beaucoup. Ça n'a strictement rien à voir. Le seul indice possible qu'on a quand on est en consultation, c'est d'interroger les gens sur leur précédente tentative d'arrêt. S'ils ont déjà arrêté et qu'ils disent « j'ai mis un patch à 21, je fumais pareil, ça fait rien », moi je dis « chic, chic, chic ». Ça veut dire que celui-là, il a une dépendance très très forte à la nicotine, que je vais facilement soigner, et qu'il n'est pas trop psychiatriquement dérangé. Alors que celui qui dit « j'ai mis un patch à 7, je me suis mis à vomir », là, il faut se méfier, on est dans le psychologique. Et c'est... Alors, je me suis amusé pour vous, là, je n'avais jamais fait avant, j'ai pris les 50 derniers fumeurs qui s'étaient complètement arrêtés de fumer à 3 semaines, que j'avais eu en consultation, et j'ai regardé combien ils avaient de cigarettes, et j'ai divisé le nombre de milligrammes de nicotine de substitution que je leur donnais pour qu'ils soient parfaitement bien, parfaitement à l'aise, sans besoin, que j'ai divisé par le nombre de cigarettes fumées. Et on voit que ça varie de 1 à 6, et en moyenne, c'est 3. Je vous rappelle que selon la loi française, européenne, il est interdit de vendre en Europe une cigarette qui libère plus de 1 mg par cigarette de nicotine, mais ça, c'est avec une machine à fumer réglée selon la norme ISO 3308, qui est un peu la norme Volkswagen pour les voitures diesel, qui est du grand n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on a interdit les légères, etc. On a vu que légères et ultra-légères, etc., c'est presque la même chose. Donc en moyenne, vous retenez qu'une cigarette, c'est plutôt 3 mg de nicotine, donc ça veut dire que 20 cigarettes, c'est plutôt 60 mg de nicotine dans vos patchs. Mais par contre, certains sont à 1, donc il ne faut pas non plus mettre 3 mg d'emblée parce que c'est pas bon. Mais on est... Et ça, si c'est des choses que vous vous mettez à faire, ça m'amuserait beaucoup d'avoir un grand nombre de personnes qui ne soient pas moi, qui fassent la même mesure. C'est assez simple. Il fait combien vous fumez à la première consultation, on revient. Souvent, quand c'est des chiffres très élevés, je les réinterroge sur combien ils fumaient. Ils disent, oui, je vous ai dit 20, mais quand même, j'ai acheté une cartouche de 10 par semaine. J'ai dit, bon, une cartouche de 10 par semaine, c'est un peu plus que 20. Donc, on a une incertitude sur les substituts délivrés, mais pas plus, même s'il y a des grandes variations. En gros, quand vous prenez de la vape et que vous la prenez de façon discrète, vous inhalez la vape que vous mettez dans le liquide, il y en a 90% qui arrivent dans le poumon et qui restent dans le poumon. Alors que quand vous prenez une cigarette fumée, il y en a aussi beaucoup qui rentrent dans le poumon. Pas tout, parce que la cigarette, elle libère de la fumée quand elle est dans le cendrier, quand vous inhalez pas, etc. La vape, c'est seulement quand on inhale. Mais en plus, dans l'air expiré, comme c'est des particules, il y a beaucoup plus il y a beaucoup moins de déposition, beaucoup plus de rejet. Alors que dans la vape, comme c'est des gouttelettes et pas des particules solides, ça se dépose beaucoup plus. Et quand quelqu'un avec la vape fait une fumée expirée, en fait, c'est une vapeur qui est des petits bouts de molécules avec de la vapeur d'eau qui vient des voies respiratoires, un peu comme on souffle quand on est à courir quand il fait très froid. Donc avec la vape discrète, c'est-à-dire comme faisait Mme Borne quand elle fumait à l'Assemblée, quand elle vapotait à l'Assemblée nationale, un truc dans sa main et sans faire de fumée, ce qu'il ne faut pas faire. 90% de la nicotine est absorbée. Si on fait des grands nuages et tout ça, on gaspille la moitié de la nicotine. Ceux qui veulent
gaspiller de la nicotine. Ils prennent des grosses machines qui font des gros nuages, ils mettent beaucoup de glycérine végétale dedans pour impressionner les jeunes filles ou les jeunes hommes, mais ce n'est pas intéressant. Et pour la cigarette, ben, ça varie de 1 à 6, et on ne peut pas savoir, donc on ne sait pas. Il est important de savoir calculer la dose de nicotine qui est dans la vape, et je suis surpris dans la pratique de voir que c'est ultra compliqué. Quand vous achetez un flacon de vape où il y a 20 mg par millilitre de nicotine, si vous fumez 1 millilitre, combien de milligrammes prenez-vous par la vape? S'il y a 20 mg par millilitre, si vous prenez 1 millilitre, ben, il y a 1 mg. Si vous prenez 2 millilitres, ben, il y a 20 multiplié par 2 égale 2 mg. Et donc ça, les gens savent. Les gens ne savent pas du tout. Alors soit ils ont des cartouches, il faut regarder sur les cartouches. Les cartouches, ça varie de 0,7 à 2 mg à 2 millilitres par cartouche. Et tous les trucs remplissables, ben, il faut regarder les petits flacons de 10 millilitres. Et tous les vapoteurs, il faut vraiment les encourager au début au moins à acheter des flacons de 10 millilitres, alors que les vendeurs, pour leur faire gagner de sous, leur vendent des grands flacons, ils font des mélanges. Ils se trompent tous, hein. Tous les débutants qui ont des grands flacons à faire des mélanges, ils se trompent, enfin tous, énormément se trompent, ils ne savent même pas ce qu'ils prennent. Et après, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment encourager au début les flacons de 10 millilitres. Et si un flacon de 10 millilitres dure 5 jours, vous allez conclure qu'il fume 10 divisé par 5 égale 2 millilitres par jour. Et 2 millilitres par jour, c'est à peu près, ça fait à peu près 300 bouffées par jour. C'est ce qu'on a avec une vingtaine de cigarettes. C'est pour tenir comme référence, si vous voulez vapoter à peu près à la même fréquence, le même nombre d'inhalations qu'une cigarette, c'est à peu près 2 millilitres par jour. Donc voilà. Alors les concentrations en Europe, c'est maximum 20 mg de nicotine par millilitre. Il est interdit en Europe de donner les concentrations en grammes par gramme. Et pourtant, quand vous achetez les puffs, c'est marqué 1%, 2%. 2%, c'est 2 grammes pour 2 grammes de liquide. Et comme la densité est plus élevée que l'eau, en fait, c'est 24 mg par millilitre, ce qui est interdit. Et en plus, ce n'est pas marqué en milligrammes par millilitre. Donc normalement, les puffs et tout ça, c'est 1,7, c'est égal 20 mg par millilitre. Et 0,8, 0,9, c'est égal à 10 mg par millilitre comme point de repère. Un autre problème, ça c'est les patchs, ça m'énerve beaucoup, parce que là, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire des médicaments qui délivre 2 patchs. Là, j'ai reproduit les courbes qui étaient sur les notices des médicaments, qui viennent des études de Benovitz, un grand spécialiste. Vous voyez en vert le patch Nikitin, pour ne pas le citer, et vous voyez en rouge un patch Nicopatch, enfin c'est Nicotinel, mais c'est l'ancien Nicopatch pour ne pas le citer. Vous voyez qu'en fin d'après-midi, puis la nuit jusqu'au lendemain, c'est la même chose. En revanche, le Nikitin a une autre couche de nicotine d'action rapide, ce qui est un avantage considérable parce que ça fait monter plus vite la nicotine le matin. Mais moi, j'ai eu un grand nombre de patients, enfin une dizaine de patients qui, ayant des 2-3 nicopatchs, se retrouvent en vacances, le pharmacien leur donne des Nikitin, tous ils vomissent, hein. Tous. 100%, parce que vous retrouvez finalement avec plus du double de la dose. Et sur les 2 patchs, c'est marqué 21 mg de nicotine. Il me semble très anormal, dans un pays civilisé, qu'une agence de médicaments de sécurité sanitaire vende des patchs avec marqué 21 mg de nicotine, alors qu'elle-même, dans ses propres données, elle montre clairement qu'il y en a un qui, au moins pendant les 8 premières heures, délivre énormément, plus du double de nicotine que les autres. Pour 5% de différence pour la thyroïde, ils ont eu des procès, ils ont arrêté. Comme le tabac, ils s'en foutent, c'est pas important. Mais c'est très gênant, et en tout cas, il faut le savoir pour vos patients. Donc, ne jamais changer de marque de patch en cours d'eau. Alors, voilà l'ordonnance typique que je fais. Donc, pour un malade standard, un patch nicotine de 21 mg, le patch le matin, où vous voulez, sur une partie du corps. L'endroit où ça gratouille le moins et où ça fait le moins d'effets secondaires, c'est au milieu de la plante des pieds, sous-dessous. Pas là où ça appuie devant, pas là où ça appuie derrière, mais sous la voûte plantaire. C'est un endroit où la peau est habituée à avoir plein de cochonneries, et donc elle tolère beaucoup mieux les patchs à cet endroit-là. Sauf quand votre trou chaud. Et le cœur de mon ordonnance, avant je ne le marquais pas comme ça, mais depuis 4 ans maintenant je marque comme ça, fumez autant que vous voulez, ne faites aucun effort pour fumer moins. Donc je dis à tous mes patients, le plaisir est obligatoire, vous avez interdiction absolue de faire le moindre effort, parce qu'il va falloir que vous observiez comment votre corps se comporte quand vous le regardez. Et je dis, aimez votre corps, respectez-le, regardez ce qu'il veut. On va se mettre d'accord, on va lui donner ce qu'il veut à manger comme nicotine. Et puis après, on va voir ce qui se passe pour votre comportement. Et donc, je leur dis, vous fumez autant que vous voulez. Si vous fumez plus que 10 cigarettes, vous mettez 2 patchs d'emblée. Si vous fumez plus que 5 cigarettes, vous mettez un demi-patch de plus. Et on coupe les patchs en 2. On peut couper les patchs en 2 si on les met le lendemain sur le lendemain. Il ne faut pas les garder une semaine coupés en 2.
et ne pas dépasser, je mets 3 patchs sans avis médical après une prochaine consultation. Et donc là, ils vont augmenter progressivement les patchs. Je leur dis toujours de relire le 3e jour l'ordonnance et je leur dis toujours de mettre en position de sécurité les pharmaciens s'ils tombent dans les pommes, que c'est pas grave. Donc après, je leur donne des pastilles. Là, j'ai mis juste les pastilles d'une marque. En fait, c'est les Nicopas que je donne le plus. Mais je leur donne aussi souvent les microtabs sublinguales et les gommes. Et je leur dis, goûtez les 3, goûtez eucalyptus et menthe et tout ça. Si vous aimez, ça va marcher bien. Si vous n'aimez pas, ça ne marche pas. Que ce soit une nicotine orale, il faut vraiment que ça plaise pour que ça marche. Et puis, je leur dis qu'ils peuvent vapoter s'ils veulent, mais ça, ce n'est pas une ordonnance, hein, c'est un conseil. S'ils veulent, ils peuvent vapoter. Par contre, tous ceux qui veulent vapoter, je leur dis de prendre du 20 mg par millilitre de sel de nicotine au début. Au début, il faut mieux vapoter avec une très forte concentration pour pouvoir avoir une dose de nicotine. Et puis, s'ils font très peu, on peut diminuer après la concentration. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la concentration, c'est le nombre de milligrammes de nicotine qu'ils vont prendre par la vape par jour. Et avec la vape à 20 mg par millilitre, si vous en prenez 2 millilitres par jour, 2 fois 20 égale 40, vous avez l'équivalent de 2 patchs. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de nicotine par la vape, beaucoup de nicotine par les patchs. Or, par la bouche, si vous avez 12 comprimés, 12 pastilles ou n'importe quoi à 2 mg, vous arrivez un peu à saturation de la bouche. Et donc, il faut goûter pour que ça marche et voir ce qui marche. Et la vape, je leur dis, c'est comme d'acheter des chaussures. Vous faites 3 magasins s'il ne vous plaît pas. Il faut que la couleur vous plaise, ce soit bien en marchant et agréable. Et le sel de nicotine par rapport à la nicotine a beaucoup amélioré les choses. Alors ça, il ne faut surtout pas le dire aux gamins qui commencent à fumer. Il faut surtout leur dire de ne pas prendre de sel de nicotine pour qu'ils toussent s'ils en prennent trop. En revanche, les gros fumeurs qui veulent s'arrêter, il faut leur donner des sels de nicotine qui n'irritent beaucoup moins la gorge que le pH, qui est très élevé de la nicotine base, revient à 7,40 au pH de la gorge. Il est tamponné pour arriver au pH de la gorge et c'est beaucoup mieux toléré au niveau de la gorge. Donc, alors, il faut 1 ou 2 semaines pour avoir la bonne dose et il faut écouter de façon bienveillante son corps et aucun effort pour ne pas fumer. Le but, c'est de ne plus avoir envie de fumer. Et l'objectif, c'est de nourrir de façon optimale les récepteurs nicotiniques pour envie de fumer. Ce n'est pas du tout de fumer moins. Donc, le but, c'est ayez moins envie de fumer. Et si vous avez un doute, si vous ne savez pas trop si vous avez envie de fumer, pas fumer, fumez votre cigarette, allumez-la. Et regardez ce qui se passe au milieu. Si elle n'est pas bonne, vous l'éteignez, vous dites « Ah ben, je l'ai allumée à 15 heures, mais finalement j'avais assez de nicotine, je n'en avais pas besoin. » Et si vous l'allumez le lundi, puis vous n'avez pas besoin, le mardi vous n'avez pas besoin, le mercredi vous n'avez pas besoin, le jeudi, l'allumez pas. Par contre, si elle est bonne, parce que la dernière du matin, elle reste toujours bonne jusqu'à la fin, celle-là, il faut vraiment renforcer l'apport de nicotine le matin, ce qui est difficile. Donc, donc il faut que le soignant ou la personne qui accompagne le fumeur soit bienveillante avec le fumeur, mais ça c'est facile, il suffit de se former, mais il faut aussi que le fumeur soit bienveillant avec lui-même. Parce que les fumeurs, ils sont tous persuadés qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arriveront pas. D'abord, on leur a dit 10 fois que c'était de leur faute et que s'ils avaient les artères bouchées et qu'ils fumaient, c'était de leur faute. Et ça, il faut vraiment lutter contre. C'est facile à les persuader s'ils ont plus de 40 ans, c'est un peu plus difficile chez les plus jeunes. Voilà une dose de... Alors moi, je marque tous les jours la dose de nicotine. Un J-1, par exemple, je marque qu'ils avaient 20 cigarettes, donc je mets 20 cigarettes, je ne sais pas combien ça fait de nicotine au total. Deuxième colonne, je mets qu'ils avaient 6 cigarettes, 21 mg de patch, 4 mg avec de gomme, et qu'ils avaient du 10 mg par millilitre, 1,5 millilitre, ça fait 5 mg, donc ils avaient 30 plus des cigarettes. Et à partir de J7, je vois qu'ils avaient besoin de 43 mg par cigarette, pour compenser les cigarettes. Donc j'en déduis que s'ils avaient besoin de 43 mg, avec 20 cigarettes, c'est qu'ils prenaient 2,15 mg par cigarette. Et je reconstitue mon truc. Et après, je vois qu'à un mois, ils en ont besoin d'un tiers de moins, ou la moitié de moins, là, dans ce cas-là, mais enfin, ça peut varier un peu. Et dans 2 mois, la moitié de moins. Puis dans 3 mois, ils n'en ont plus besoin du tout. Et la baisse, c'est complètement naturel, mais il faut accepter que la baisse de besoin de nicotine, ça dure 3 mois. C'est de l'agriculture, j'allais dire. Il faut accepter le délai. Quand il reste des cigarettes, juste avant l'arrêt, quand il reste des cigarettes, quand c'est le matin, c'est toujours des manques de nicotine. Et quand on fume dans l'heure du lever, c'est 100% du manque de nicotine. C'est jamais de la psychologie, de la volonté, tout ce qu'on veut. C'est le manque de nicotine. Alors le rêve dans ce cas-là, c'est d'avoir un mari boulanger qui, à 5 heures du matin, quand il va faire son pain, vous colle le patch. Comme ça, à 7 heures, vous avez déjà le patch fait. Ça m'est arrivé, ça marche très bien. J'ai eu des infirmières aussi qui se levaient tôt. Je leur conseille d'avoir un conjoint qui se lève 2 heures avant vous, c'est très bien.
La cigarette au café, là, on est plutôt dans le réflexe conditionné. Il faut dissocier un peu les actes. Quand c'est entre amis, la convivialité, puis il faut annoncer l'arrêt dès qu'on a vraiment bien avancé. Il ne faut pas le faire au début. Et puis les doudous pour gérer les moments où on s'ennuie et tout ça, ben ça, il faut trouver un autre doudou. Mais on a besoin parfois d'avoir un doudou pour faire baisser la pression. Et on peut aussi bien s'arracher un cheveu, manger un crayon, chanter une chanson dans sa tête ou voir des vidéos. Il y a des vidéos qui sont pas mal faites de relaxation sur votre téléphone. Vous regardez ça pendant 3 minutes, ça vous relaxe. Donc, après 3 mois, on nourrit les récepteurs nicotiniques, donc à dose décroissante. Alors, si on fait qu'avec les patchs en bas, ça fait des marges d'escalier qui sont très hautes. C'est pour ça que je conseille vraiment d'avoir des substituts en plus, par la bouche ou de la vape, et d'avoir 10-20% moins de la nicotine par oral. Et dès qu'il n'y a presque plus besoin de nicotine orale, ben on descend d'une marge d'escalier, on reprend un peu plus de forme orale et on descend doucement. Là, c'est une vraie malade que j'ai pris parmi mes patientes, qui avait été la plus longue à arrêter, qui a mis 3 semaines, vous voyez, pour arrêter. Vous voyez que pendant 3 semaines, elle avait d'abord la nicotine fumée en gris, puis la nicotine non fumée en vert, mais elle était à 120 mg, c'était donc une dose importante, et j'avais calculé que c'était 3,15, c'est ça, oui, 3,15 mg par cigarette, et puis ça diminue après progressivement à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça diminue en dessous de 20 mg par millilitre. Quand on est en dessous de 15-20 mg par millilitre, la dépendance est quand même plus faible. Ça, c'est une autre où j'avais mesuré les nicotines urinaires, mais c'est la même chose, c'était avec la cigarette électronique. Là, on avait vu qu'en diminuant la concentration, ça diminuait. Donc, il y a une étude randomisée qui a été faite, Peter Hayek, New England Journal of Medicine, qui est un grand journal quand même. On a mis substituts nicotiniques ou les produits du NHS anglais, de l'agence du médicament anglaise, et ils randomisaient les patients, soit l'un, soit l'autre, ils regardaient en un an ce qui se passe. Au bout d'un an, il y a 2 à 3 fois plus d'arrêts avec la vape qu'avec les substituts nicotiniques. Pourquoi? Parce que c'est la même nicotine qui vient du même endroit, qui est délivrée pareil. L'explication du problème, c'est avec la vape, plus de 50% des inclus l'utilisent toujours à 28 jours et même à 3 mois. Et avec les substituts, on n'a plus que 10% qui l'utilisent à 1 mois. Donc c'est beaucoup plus ça fait plaisir, plus c'est utilisé, et plus c'est utilisé, plus ça marche. Donc le menu de nicotine que vous délivrez doit être plaisant, et ce qui est plaisant pour un patient, il y a des patients qui n'aiment pas du tout les comprimés sublinguaux, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les gommes, il y a des gens qui n'aiment pas les pastilles à sucer, il y a des gens qui n'aiment pas les patchs, il y a des gens qui n'aiment pas autre chose. Ça n'a aucune importance. Dès qu'on est parti, on peut donner ce qu'ils préfèrent, on leur dit qu'on va leur changer le menu pour apporter ce qu'ils préfèrent, mais il faut leur apporter la bonne dose. Juste un petit mot pour dire que les soignants, quand même, c'est bien. Ça, c'est une étude qui est faite au Canada. Vous voyez qu'en bas, en vert, il y a du conseil seul. Il y a la nicotine, en jaune, c'est de la nicotine, enfin des cigarettes électroniques sans nicotine et du conseil. Et en noir, c'est avec conseil. Donc, quand on a du conseil, ben, c'est pas mal. En plus. Donc, pourquoi c'est mieux qu'au restaurant de faire un menu de nicotine? D'abord, ça évite de dépenser 300-400 € par mois de cigarettes, hein, c'est toujours ça de prix, même si c'est pas la cause. Avant, quand le tabac était un peu cher, c'était une cause d'arrêt. Maintenant, c'est une récompense à l'arrêt. Et la plupart des fumeurs, je suis frappé, que je vois, je leur demande combien vous dépensez par mois, et ils disent, je sais pas. Mais je leur dis combien vous payez votre paquet de cigarettes, 10 €, enfin 11 € maintenant. Combien vous en fumez par mois à 30 paquets, ça fait combien? Ah ben oui, mais ils n'ont pas fait le calcul. Alors pour la récompense, par contre, ils font le calcul. J'en ai un qui était venu à ma consultation, il m'a montré son portefeuille qui était plein de billets de 20 €. Il m'a dit, regardez docteur. Je lui ai dit, pourquoi vous avez tant de billets dans votre portefeuille? Il dit, tous les jours, je sortais 20 € pour acheter mes cigarettes. Maintenant, je les ai mis, je les mets dans mon portefeuille pour entasser, pour voir le paquet que ça fait. Je lui ai quand même conseillé de mettre son argent à la banque. Donc plus c'est un plaisir, plus c'est bien pris, plus la nicotine est bien prise, moins on prend de poids. Et ça, c'est un élément important aussi. Là, j'ai repris aussi là, c'est les malades dans mon classeur dont le nom commence par A, B. Mais enfin, c'est pas tout. J'ai pris les 50 derniers malades dans ces classeurs qui sont arrêtés de fumer, et je vois la prise de poids. Donc 60% n'ont pas bougé d'1 kilo le poids entre 0 et 6 mois. C'est ça, ou 3 mois? 6 mois, oui. 6 mois. Il y en a 2 qui ont maigri, un petit peu, mais 4%. Et il y en a qui ont pris du poids, 1 à 2 kilos pour 24%, et 12%, plus de 3 à 4 kilos. Après, si on revoit ceux qui ont pris de la varénicline, c'est
0,2-4 kg, ils sont plutôt à prendre un peu plus de poids. Et ceux qui ont pris de la vape plus des substituts nicotiniques, c'est là qu'on en a le plus. Hein, c'est la courbe la plus haute dans ceux qui n'ont pas pris le poids. Mais il y en a quelques-uns qui ont pris plus de poids. Et maintenant, tous les patients que je vois, je prends leur poids à chaque consultation. Et tout patient qui prend plus que 1 kg, je le réinterroge sur est-ce que vous êtes sûr que vous prenez bien la nicotine tout le temps, que vous n'avez jamais envie de fumer, tout ça. Et la plupart, ils avouent qu'ils faisaient un effort en plus. Je leur dis, si vous voulez prendre du poids, c'est très bien, mais si vous voulez garder votre poids, il est interdit de faire le moindre effort pour fumer moins. Il faut prendre votre nicotine non fumée pour être parfaitement calme. Et avant, moi, je racontais dans mes cours que c'était un changement de métabolisme chez les fumeurs. Après, j'ai raconté que c'était un changement de biotope. Moi, j'observe que quand je leur donne les bons conseils, c'est rien. Donc, c'est juste un changement de la tête du docteur qui a fait que les malades se font différemment. Et d'arrêter de fumer en disant aux gens, vous avez 60 plus 4%, c'est en gros 2/3 de chance d'avoir strictement le même poids et un petit risque de prendre 1 ou 2 kilos et un tout petit risque de prendre plus de 2 kilos si vous ne suivez pas les consignes. C'est quelque chose qui était un motif pour le faire et je leur dis de raconter ça à leur entourage après. Voilà, donc j'ai terminé mon exposé. J'ai fait un petit bouquin sur le plaisir d'arrêter de fumer il y a quelques années, qui est vendu à 2,99 €, donc qui n'est pas fait. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est recommander aux fumeurs d'être bienveillants avec leur corps. Plus il y a de plaisir à l'arrêt, moins il y a de prise de poids, de troubles de l'humeur et de risque d'échec. Et ça, c'est important. Et d'apprendre aux gens d'être gentils avec eux-mêmes, écouter leur corps, d'être gentils avec leur corps, de lui faire plaisir, et de dire qu'en échange, leur corps va leur rendre en n'ayant pas faim, en ne mangeant pas trop et en étant mieux, c'est quelque chose qui est positif. Et je pense que ça aide aussi, parce qu'après, il y en a beaucoup qui ont un peu de cannabis, des trucs comme ça, ça aide aussi à porter d'autres messages. Les gens sont horriblement méchants avec eux-mêmes, et j'ai du mal à voir, et avant, j'explorais pas bien ça, mais je trouve que les gens, on doit être gentil avec soi-même, avec son corps, pour que ça marche. Et puis, la vape, je ne fais pas la publicité parce que ça va vous énerver, mais c'est un très bon produit pour arrêter de fumer. Et c'est un produit qui n'augmente pas le tabagisme des enfants, comme je vais le montrer dans un article que je publierai dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps des questions.